Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du Palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Dans l'immense galaxie des stars du rock'n'roll, la plus belle de toutes les étoiles a été avalée par le grand trou noir de l'histoire. Il s'appelait Guillaume Roch. Grâce à nos archives secrètes, nous avons l'espoir de le faire briller à nouveau et de rendre au patrimoine de notre grand et beau pays un des musiciens les plus prodigieux que la Terre ait jamais connu. En 1935, pendant la période de la Grande Dépression, le gouvernement suisse met en place un nouveau projet ultra secret dans le but de revaloriser l'image du pays dans le monde entier. Dirigés par les plus grands scientifiques de l'époque, les laboratoires de l'Office fédéral pour la renommée de la Confédération helvétique à l'étranger sont inaugurés dans une base militaire à Genève. Les meilleurs étudiants du pays sont alors secrètement recrutés afin de suivre un entraînement avant-gardiste pour devenir les futures vedettes, génies et prix Nobel des décennies à venir. Au Conservatoire de musique de Genève, le jeune Guillaume Roch est remarqué lors d'un récital pour une extraordinaire performance à la guitare. Il est immédiatement incorporé au sein de l'office sous les ordres de l'ingénieur en acoustique Ernest Fischer. Le scientifique propose au jeune homme de travailler sur un objet expérimental, la Frying Pan, le premier prototype de guitare électrique du monde, inventé par le Bâlois Adolf Rickenbacker. En quelques semaines, le studieux Guillaume compose plusieurs chansons en anglais, langue jugée plus propice à l'exportation par l'Office fédéral et les scientifiques. Émerveillé par les prestations énergiques et avant-gardistes du Genevois, l'ingénieur décide de procéder sans plus tarder à un premier test en public. Guillaume donne son premier concert en décembre 1937 qui provoque une incroyable frénésie communicative parmi le public. Le rock est né. Le lendemain, en rembobinant l'enregistrement de ce premier concert pour l'analyser, le professeur constate que l'adolescent surdoué a composé des chansons peuplées de messages subliminaux seulement perceptibles lorsque la bande est passée à l'envers. Ces stimulus, perçus inconsciemment par le public lors de la représentation, ont excité les sens de tous les spectateurs. Le professeur Fischer se rend alors compte qu'il tient entre les mains une arme de persuasion des plus redoutables qui soient. Il fait part de sa découverte aux autorités qui y décèlent le moyen de relancer l'économie du pays. Avertis du pouvoir messianique des messages subliminaux, les grandes entreprises suisses se mettent à proposer des sommes faramineuses à Guillaume pour qu'il compose des publicités subconscientes. En avril 1938, la star enregistre son premier single pour une grande marque de produits alimentaires en y ajoutant un message subliminal dicté par la compagnie. La chanson, diffusée sur les ondes radio dans tout le pays, connaît alors un succès sans précédent dans l'histoire de la musique populaire helvétique.
En quelques mois, les ventes de Suisse maltine grimpent en flèche. Guillaume devient l'un des hommes les plus fortunés du pays. Il s'achète une énorme villa au bord du lac Léman qu'il baptise Neutraland. Les concerts de la vedette s'enchaînent alors à un rythme diabolique et l'adolescent sérieux devient vite une vraie bête de scène. Hystérique, les jeunes filles venues voir leur idole s'arrachent les cheveux en le voyant danser de manière suggestive sur la scène. Le jeune prodige décide d'arranger son look en se fabriquant des pattes avec quelques mèches de ses fans gardées en souvenir. Guillaume invente ainsi la mode des favoris qui va faire fureur dans la Suisse entière. Cependant, les ventes extraordinaires de Suisse maltine en Suisse commencent à intriguer les grandes compagnies américaines. Après une courte enquête, le responsable du marketing d'une grande compagnie de boissons gazeuses découvre le lien mystérieux qui relie les chansons de la star helvétique et les ventes extraordinaires du produit. En 1943, Clara Clark, une espionne déguisée en groupie, est envoyée par la compagnie américaine sur le sol helvétique pour essayer d'obtenir des informations sur l'incroyable phénomène musico-économique. Rapidement, elle réussit à approcher Guillaume et fascinée par l'aura du jeune génie, elle tombe éperdument amoureuse de lui. Mais malgré toutes sortes de manœuvres érotiques pour essayer d'arracher à Guillaume le secret de ses compositions, elle repart bredouille quelques mois plus tard, ses valises pleines de chagrin et de chocolat. Le 8 décembre 1943, Clara Clark, abandonnée de tous, met au monde le petit Jimmy Morrison. Guillaume ne connaîtra jamais l'existence de son fils. Dépités par l'échec de leur espionne, les responsables du marketing de la firme contactent le gouvernement helvétique pour lui proposer un échange. Des informations sur l'arme de persuasion musicale contre celles concernant la construction de la bombe atomique. Alléchés par la proposition qui leur permettrait d'avoir un atout de taille contre une invasion communiste, les autorités suisses acceptent le marché. La célèbre compagnie de boissons gazeuses envoie alors 2 espions pour infiltrer les laboratoires nucléaires de l'armée américaine dans le Tennessee. Au grand désespoir de tous ses fans, Guillaume est envoyé à Memphis. Là-bas, le Suisse rencontre un jeune musicien du nom d'Elvis Presley, sélectionné par la société américaine lors d'un grand casting pour apprendre le codage des messages subliminaux. Durant les mois qui suivent, le jeune Elvis suit assidûment les cours de Guillaume et les premières informations concernant la bombe atomique sont envoyées en Suisse, chantées sous forme de messages subliminaux. Malheureusement, Ethel et Julius Rosenberg, les 2 espions travaillant pour la firme américaine, sont arrêtés par le FBI le 17 juillet 1950. Effrayé, le gouvernement helvétique rapatrie immédiatement Guillaume. Les cours d'Elvis Presley sont subitement interrompus. De retour en Suisse et loin de l'agitation américaine, Guillaume découvre avec horreur que la majorité des habitants de son pays l'a oublié au profit des boissons chocolatées. Réalisant soudainement la manipulation politico-économique dont il a été l'acteur, le Genevois entre dans une grande dépression. Guillaume se convertit alors au protestantisme. Il lègue toute sa fortune à l'UBS et renomme sa grande villa Calvinland.
Loin de Fischer, dans cet endroit austère, il invente de nouveaux styles de musique pour tenter de faire face à son abattement. Mais ces nouveaux morceaux, beaucoup trop avant-gardistes pour l'époque, n'obtiennent aucun succès et Guillaume tombe très vite dans l'oubli. Aux États-Unis, Elvis Presley commence à peine sa carrière suivant la trace de la grande vedette suisse, à qui il devra plus tard son immense triomphe, ses paillettes et son pas de jambe effréné. Il contribuera à l'essor mondial de l'économie américaine. Mais la musique du rocker américain n'arrivera jamais à la cheville des hymnes endiablés de Guillaume qui, souvenons-nous, enflammaient tout un peuple avec quelques accords de guitare électrique. Bibaploula. Bonsoir.